Je suis née au Mexique dans un pays très catholique, très croyant, dans une ville aussi très ancrée dans la tradition et dans la tradition catholique. Et j'ai fait mon coming out à 6 ans. Je l'ai fait de façon naturelle. C'est un coming out trans qui n'était pas réfléchi puisque je n'avais pas encore la maturité de préparer un coming out, mais le coming out s'est fait tout simplement. C'était autour de la table au moment où mon grand frère entrait à l'université et on posait la question aux enfants qui étaient là, ce qu'on allait faire plus tard. Et donc évidemment, quand mon tour est arrivé, moi je dis que j'allais me marier avec mon prof. Voilà, c'était mon coming out, qui d'abord mes parents ont cru être un coming out homosexuel, puisque tout de suite mon père m'a expliqué qu'un garçon ne se marie pas avec un autre garçon. Il faut se remettre aussi dans les contextes de l'époque, et moi je lui ai dit que je ne voyais pas le problème puisque je n'étais pas un. Bon, il y a eu silence radio autour de la table, tout le monde se regardait. Donc j'ai quitté ma famille à 15 ans, je suis partie dans la rue. Cette partie de la rue, pour moi, c'était une chance. On parle très souvent de la rue comme quelque chose de victimisant, mais pour moi, c'était une chance parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres tas de personnes qui vivaient des situations d'injustice sociale dans le Mexique qu'on connaît, avec des gros problèmes économiques, avec une pauvreté qui est accentuée, surtout quand on est des minorités, évidemment les personnes LGBT, mais également les personnes racisées, ce qu'on appelle là-bas les Indiens, los indios, qui d'ailleurs est un insulte dans la société mexicaine, quand j'étais jeune. Donc, du coup, c'est une chose pour moi, parce que ça m'a permis aussi de m'affirmer, de continuer à m'affirmer, et puis avoir aussi ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, c'est-à-dire prendre cette violence transphobe et la transformer en l'énergie pour réclamer des droits. Moi, je faisais partie de la génération qui a grandi avec la révolution en Tunisie. Donc, il y a autre chose en Tunisie qu'en 2011. Moi, j'avais 14 ans et on avait la révolution qui était vraiment un changement radical, surtout pour une génération qui ne sait rien par rapport à la liberté et aux droits de l'homme. Donc, avec cette dose et cette overdose de liberté, et j'avais une certaine impulsivité en rentrant dans la vie politique. Donc mon père, comme il m'a posé la question, est-ce que tu es homo? J'ai dit tout simplement oui. Moi, je me suis dit, au pire, qu'est-ce qu'il va faire? Donc ça a fini par me poignarder et j'ai dû fuir de l'hôpital. On avait une mini-communauté quand même, malgré le côté obscur où on vivait. Mais c'était une communauté virtuelle, des gens qui se sont créés un petit coin pour échanger, pour discuter librement avec des faux profils ou des faux blogs en cachant l'identité. Donc l'idée pour sortir de tout ça, alors que moi j'avais 17 ans et j'étais élève en 3e année secondaire, c'est-à-dire en première, j'ai trouvé des gens qui m'ont soutenu. L'idée c'était de transférer cette aide et cet esprit d'échange. Comme moi, j'ai trouvé des gens qui m'ont soutenu. Il faut créer une organisation ou un organisme qui adopte cet esprit. En juin 2016, il y a eu cet attentat homophobe à Orlando, qui a été quelque chose d'assez marquant dans le monde entier, évidemment, dans la communauté LGBT du monde entier. Et il y a eu en France un traitement assez particulier qui a été fait de cet événement. C'est-à-dire que le motif homophobe a été un peu minimisé, alors par les personnalités, notamment politiques, également par les médias, ce qui n'a pas été le cas par exemple dans les pays anglo-saxons où le motif homophobe, le lieu était clairement nommé comme une boîte gay. Donc il y a eu une colère à ce moment-là des militants à juste titre, et peut-être une prise de conscience des politiques qui ont voulu peut-être un petit peu rattraper le coup et en tout cas se sont rendus compte entre le mariage pour tous et cet événement, et aussi cet événement parce qu'il a quand même été le déclencheur de quelque chose. Les politiques ont voulu montrer qu'ils avaient conscience de ce problème et peut-être aller plus loin
de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, puisque évidemment des choses avaient été faites, et des choses ont été faites ces dernières années, avec notamment évidemment l'ouverture du mariage pour tous, mais d'autres choses qui ont été des progrès en France au cours des 5 dernières années. Il y avait eu notamment l'intégration dans les programmes scolaires de la lutte contre l'homophobie, donc ce qui était quelque chose d'important. Et puis plus récemment, un changement d'état civil pour les personnes trans démédicalisées, donc la fin de la stérilisation, donc quand même des avancées non négligeables. Le combat politique au Québec a commencé en 2004 lorsqu'il y a eu une prise de conscience autant des communautés LGBT au sens large, des gays, lesbiennes, que des communautés trans, lorsqu'il y a eu des états généraux sur la question LGBT. On parlait du droit de l'égalité juridique, comment faire en sorte maintenant qu'on s'en allait vers le mariage pour arriver à une égalité sociale. Et là, c'était le constat, pour les trans, il n'y a pas d'égalité juridique, qu'est-ce qu'on a à faire? D'un côté, il y a eu les personnes trans qui étaient présentes pour moi, j'y étais. On s'est dit, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on s'inspire des luttes qui ont été faites par les gays lesbiennes pour obtenir le mariage, entre autres, pour pouvoir avancer. Donc, mieux s'organiser, obtenir des ressources finalement matérielles, organisationnelles, aussi déterminer quelles étaient les stratégies. Et une stratégie importante, ça a été la recherche de ressources morales. Faire en sorte que l'égalité en termes d'identité et d'expression de genre soit mis au même niveau que les autres motifs de discrimination. Parce que le combat au Québec, et au Canada, c'était surtout de dire, mais vous êtes protégés puisqu'il existe la discrimination selon le sexe dans la charte. Et nous, on disait non, ça n'envoie aucun message spécifique pour les personnes trans, contrairement aux personnes homosexuelles, aux gays, aux lesbiennes, bisexuelles, qui voyaient quant à eux la discrimination face à l'orientation sexuelle être protégée par la charte. Donc ce combat-là a dû être fait au niveau politique et au niveau organisationnel, bien qu'il y avait une ouverture au sein des groupes des lesbiens d'inclure les questions trans, c'était vraiment pas acquis. Il y a eu beaucoup de résistance à certains niveaux, surtout chez les plus anciens militants qui voyaient vraiment une fracture, et chez aussi beaucoup de personnes trans plus âgées qui avaient subi beaucoup de transphobie de la part des personnes lesbiennes. Donc l'arrimage ne se faisait pas automatiquement.